Correctement? Je suis là, Rémi. Je t'entends bien. Ah, cool. Salut Arnaud. Alors, du monde ce soir sur le sommeil. Cool. Hop. C'est un sujet qui marche bien normalement. C'est un sujet qui généralement marche bien, effectivement. Hop, ben, je te propose, c'est qu'on va bientôt pouvoir y aller. C'est quand tu veux. J'arrive. Ouais. Alors, je précise, hein, cet échange sera enregistré et donc vous pourrez réécouter l'épisode ou le webinaire, je ne sais pas comment on peut l'appeler, le webinaire, le thème en audio, mais également en vidéo, sur la chaîne YouTube de Race Cross Series, mais également sur le podcast Ultra Talk. À ce propos, j'ai sorti un épisode aujourd'hui sur le cerveau et l'impact de la cryo sur le cerveau en ultra-endurance. Donc j'en profite, c'est le petit instant promo pour vous inviter à aller écouter l'épisode sorti avec Karine Dupuis ce midi sur l'impact de la cryo sur le cerveau. Très intéressant. Les épisodes de Karine font toujours beaucoup d'écoute. Donc je vous invite à aller écouter l'épisode si ce n'est pas déjà fait. Et puis ben on va y aller, hein. Donc je vous invite à poser vos questions également, hein. Il y a un petit chat sur le webinaire. En haut à droite, vous pouvez une petite bulle, vous pouvez poser vos questions, on y répondra au fur et à mesure sur cet épisode consacré à la gestion du sommeil, au sommeil. Et pour ça, j'ai avec moi un spécialiste qui nous accompagne pour la 3e année sur une étude sommeil, Rémi Urdiel. Alors Rémi, on se connaît déjà depuis quelques années, puisqu'on avait déjà fait un podcast ensemble il y a quelques années, puis un autre vraiment spécifiquement sur le sommeil dans l'ultra. Et puis Rémi, on collabore avec lui depuis maintenant. Ça, on va sur la troisième année sur l'étude sommeil. On a mis en place le règlement sur justement cette règle, cette obligation de s'arrêter toutes les 36 heures. On va en parler. Et puis ceux qui sont déjà venus sur Race Cross France ou Race Cross Belgique également, Race Cross Paris, vous avez probablement l'occasion de croiser Rémi. Et vous aurez également l'occasion de le croiser cette année, Rémi ou son équipe. Je vais te laisser peut-être dans un premier temps te présenter, Rémi, puis après je vais rentrer dans les premières questions. Ok, merci d'abord de m'accueillir ce soir. Ça me fait toujours plaisir de retrouver toute la communauté et toi Arnaud en plus. Donc moi je suis professeur des universités à l'université du Littoral Côte d'Opale. C'est une université qui se trouve physiquement à Dunkerque, mais mon terrain de recherche et mes terrains de recherche en fait sont voilà, les aventures d'ultra d'une manière générale, qu'elles soient autour des sujets du vélo, de la course à pied, de très longue distance ou de la voile. Et en fait, voilà, mon dada, c'est effectivement de capter ce qu'on peut faire le mieux ou le moins mal, on va dire, dans la privation de sommeil et dans le manque de sommeil quand on fait des épreuves d'ultra-endurance, puisque ça fait partie de l'aventure. Donc on va essayer de déceler un peu ce qu'il faut faire et pas faire. Bon, parfait. Alors apparemment, certaines personnes ont quelques petits soucis d'audio et de vidéo. Je vois que Stéphane nous dit qu'il n'entend pas. Bon, écoutez, ouais, apparemment, ça. Ouais, je pense que certains ont des petits soucis, mais pour d'autres, tout va bien. Donc, on va continuer. De toute façon, ça sera enregistré et les gens pourront réécouter. Moi, je vais rentrer dans le vif du sujet, Rémi. Et ce que j'aimerais que tu nous fasses, c'est un petit état des lieux. Non pas de maintenant, parce qu'on a quand même fait bouger les lignes, mais il y a 2 ans, on va dire, 2 ans et demi, quand on a commencé à échanger autour d'une collaboration ensemble et d'une expérience, d'une étude menée sur le sommeil. Quel était l'état des lieux, si on revient en arrière, au tout début de notre collaboration dans l'ultracyclisme? Toi qui as l'habitude et qui as l'expérience de travailler avec des trailers, avec des navigateurs, où il y a aussi une gestion du sommeil à avoir, quel était selon toi, ou qu'est-ce que tu as pu constater il y a 2 ans et demi, justement, au début de notre collaboration? Écoute, ce que j'ai pu constater et ce qui a été assez frappant pour moi, en réalité, c'était presque cette croyance qu'il fallait absolument ne pas dormir dans une épreuve d'ultra pour réussir son ultra et évidemment faire la meilleure performance possible. En fait, moi, j'étais assez convaincu rapidement qu'il y avait mieux à faire que d'arriver complètement détruit. Donc bien sûr, je le disais tout à l'heure, la fatigue, ça fait partie des épreuves d'ultra-endurance. D'ailleurs, on pratique aussi pour aller chercher probablement un peu cet état-là et ce dépassement de soi, mais
mais en réalité, il y avait des comportements qui étaient vraiment too much, je dirais, et qui étaient dangereux en fait en réalité. Dangereux pour la sécurité, dangereux pour la performance, et dangereux aussi pour le plaisir qu'on y prend, parce que pour moi, c'est les trois piliers finalement de la participation à ces épreuves. Donc voilà, c'était beaucoup de cette croyance qu'il fallait vraiment ne pas dormir ou dormir le moins possible. Et en fait, on va, j'imagine, en parler. Bah voilà, en fait, il y a sûrement un juste milieu à trouver, voilà, pour être performant, prendre du plaisir et faire tout ça de façon safe. Alors justement, dans les croyances, moi je suis un grand consommateur de café et donc de caféine. Est-ce que la caféine est le produit miracle? Parce qu'on en entend beaucoup parler dans l'ultra-endurance, que ce soit dans le cyclisme ou dans d'autres sports qui sont justement dans la longue durée et le fait de passer des nuits. Et on entend beaucoup de choses sur les bases de vie, sur les arrivées, sur la caféine. Donc, toi, en grand spécialiste, est-ce que tu peux briser cette croyance, s'il te plaît? Ouais, alors je suis pas un spécialiste de la caféine Non, en pas de la tant que tel, mais caféine, mais sauf de que la gestion du sommeil. le mé- ouais, ouais, non, mais le mécanisme en fait, c'est que la caféine, effectivement, elle a un effet masquant, et elle a un effet masquant de la fatigue quand même à un certain moment, et puis elle a aussi cet effet stimulant qu'on peut pas, qui existe vraiment, hein. Donc ça c'est la base de tout. Mais sauf que la caféine, en fait, déjà, elle a un effet seuil. D'abord, faut dire que la caféine, quand on en prend trop, en fait, c'est toxique, hein, pour le cerveau, pour le corps. Donc voilà, il faut pas abuser de ça. Mais dans tous les cas, elle a un peu un effet seuil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la caféine, elle fait plus vraiment son effet. Donc je crois pas que si je lis un peu entre les lignes, je crois pas que c'est sur cette stratégie-là qu'il faut capitaliser, en tout cas pour essayer de rester en forme. Je crois qu'il n'y a qu'un seul médicament, ce sera le sommeil. Et en réalité, la caféine, elle peut être utilisée de façon euh, quand même stratégique. Bien fait, c'est pas facile hein, d'ailleurs dans d'autres sports. En fait, quand on essaie d'utiliser la caféine de façon stratégique, bah, on voit que c'est très très individuel, que c'est très compliqué à utiliser. Mais globalement, si on est un buveur de café, bah, en fait, faut pas se priver le matin de prendre un café. Il y a pas mal de coureurs qui, du coup, ont déjà vécu ça. C'est-à-dire, tant qu'ils n'ont pas leur café, eh ben, finalement, la journée a du mal à se mettre en route. Donc ça, bah, pas de problème en fait pour utiliser ça. Peut-être pas de problème pour se mettre un petit coup de fouet en fait quand il y a une difficulté, qu'on a besoin de tenir un peu, etc. Mais on peut pas imaginer faire des nuits blanches sous caféine, ça n'existe pas, ça peut pas fonctionner ça. Et puis si on... Alors déjà, merci pour cette précision, Rémi. Et puis si on rentre, tout à l'heure, je t'ai posé la question sur le constat d'il y a 2 ans et demi. Si on rentre dans le début de notre collaboration, les débuts de cette étude sur le sommeil qui va donc sur cette troisième année, où moi, je t'avais sollicité, Rémi, en disant, voilà, moi, je veux faire évoluer la relation avec le sommeil et le cyclisme ultra-distance. Il faut que l'on mette en place quelque chose qui les coureurs puissent se challenger, mais ne pas non plus les obliger à s'arrêter. Et je me souviens, tu as travaillé pendant plusieurs semaines sur plusieurs simulations et on arrivait à 34 simulations. Tu nous as dit, bah voilà, moi j'ai 34 projections de par mon expérience de ce que j'ai vu. Maintenant, bah, il faut choisir la bonne et c'est comme ça qu'on en est arrivé à se dire que la meilleure formule serait un arrêt de 4 heures toutes les 36 heures. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment, toi, enfin, de par ton côté chercheur, professionnel et spécialiste du sommeil, comment on est arrivé à ça, tu vois, pour bien expliquer aux personnes qui nous écoutent, qui nous connaissent ou qui nous découvrent, comment on est arrivé à se dire, on va pas attendre qu'il y ait un accident grave lié au sommeil pour mettre en place quelque chose, on met en place quelque chose tout de suite pour structurer et accompagner les cyclistes ultra-distance. Mhm. En fait, déjà, nous, ça fait beaucoup d'années qu'en fait, on travaille dans les épreuves d'ultra-endurance, je le disais, dans différents types de sports, et pour le coup, on a récolté beaucoup de données, en fait, qui concernent la quantité de sommeil, à quel moment c'est pris, comment c'est pris, et puis la fatigue, en fait, qui est consécutive, en fait, en réalité. Donc ça, on arrive à avoir fait un modèle mathématique, hein, c'est un peu c'est pas de l'IA vraiment à vraiment en parler, mais du coup c'est vraiment des formules mathématiques qui nous permettent quand même de prédire les choses. Donc à partir de là, on peut simuler des scénarios en fait et dire si on fait ci, alors il va se passer ça. Voilà, alors on est plus ou moins précis, hein, mais ça nous donne quand même des zones, un peu comme les zones de fréquence cardiaque, mais bah voilà, c'est où la Z2, c'est où la Z3, voilà, et donc en fait on essaye
de trouver en fait là où les compromis sont acceptables. Donc effectivement, il y avait un certain nombre de possibilités, hein, voilà, de mettre une règle avec plus ou moins de contraintes, contraintes pour l'organisateur, contraintes pour les coureurs, etc. Et donc à la fin, on a fait tourner ouais, un certain nombre, je me souviens plus du chiffre exact, mais on a fait tourner pas mal de simulations jusqu'à arriver en fait à quelque chose qui faisait que on avait un compromis qui était plutôt pas mal pour respecter l'esprit de l'ultra-endurance. Donc effectivement, 4 heures par 36 heures, ça laisse largement le temps d'aller se challenger et de rouler vraiment fort quand on le souhaite. Mais ça permet aussi de contrôler l'arrêt obligatoire pour les plus solides, hein, qui vont aller vraiment jusqu'au bout, au bout. En fait, ça leur empêche de passer 2 nuits blanches, parce que nous, on a vraiment vu que c'était des seuils en fait qu'on voulait pas dépasser, euh, parce qu'ils provoquent en fait des comportements et des pertes finalement de capacité qui sont trop importantes pour la sécurité. Donc ça a été ça un peu notre cut. Voilà, c'est des zones qui se définissent. Puis là, grâce à toi, grâce à tous les coureurs qui participent à nos études, on continue de travailler en fait sur cette modélisation. Et pour ceux qu'on verra cette année, vous croiserez Julie qui est aux manettes sur ça d'ailleurs, pour faire évoluer le modèle. Effectivement, on voulait éviter 2 nuits sans sommeil parce que ce n'est pas responsable en tant que justement d'organisateur, responsable et de structure qui organise des événements d'ultra-distance, de laisser aller des coureurs dans le mur alors qu'on sait que ça va être très compliqué pour eux. C'est pour ça qu'on veut éviter absolument 2 nuits. Alors vous allez probablement me dire dans les messages, ah oui, mais alors expliquez-moi pourquoi les 2005 et les 1000 partent à 20 heures et donc 36 heures les amènerait à 2 nuits. Pour votre information, on travaille sur le sujet pour éviter justement cela. Donc il y aura probablement un ajustement qui sera fait sur l'heure de départ pour éviter que cette possibilité vous soit offerte. Comment ça se passe, Rémi, concrètement sur le terrain? Donc tu parlais de Julie, il y a également, c'est pas Quentin, Valentin. Valentin, voilà. Et il y a également Valentin, qui, pareil, et ça fait 2 ans qu'il est avec nous sur le terrain, donc on le connaît bien. Comment ça se passe concrètement sur le terrain? Je sais que généralement, au début des briefings, hein, on demande aux personnes si elles veulent se porter volontaires pour participer à l'étude, et puis on se rend compte que l'année passée, tu n'avais pas suffisamment de bracelets pour équiper toutes les personnes qui voulaient participer à cette étude, tellement il y avait un engouement autour de cette gestion du sommeil. Comment ça se passe concrètement sur le terrain quand tu viens sur une épreuve? Comment tu équipes les coureurs? Et une fois que tu les as équipés, il se passe quoi pour eux pendant et après la course? Mm. Alors il y a deux objectifs hein, dans notre présence. C'est effectivement de récupérer de la data parce que on se refait pas, on est des scientifiques, on a besoin de données pour essayer de faire causer un peu ce qui se passe réellement avec des chiffres, ne pas avoir d'interprétation nous. Donc voilà, on va essayer d'aller récupérer des datas. Je vais vous dire dans une minute exactement quelles elles sont. Puis il y a un autre côté qui est très éducatif parce que en fait pour moi, c'est extrêmement important qu'on raccourcisse le temps entre la prise de données et le retour terrain. Et c'est vrai qu'on arrive à déjà trouver un bon compromis, une proximité avec les coureurs. Alors comment ça se passe très concrètement? C'est qu'avant les courses, généralement, on fait une sollicitation aux personnes qui sont inscrites selon un certain nombre de critères, mais globalement, quasi tout le monde peut participer s'il le souhaite. Enfin, quoi, du moins, on fait un appel à tous, en tout Voilà, cas. ouais. Et ouais, ouais, et donc voilà, on demande aux coureurs qui seraient volontaires en fait pour travailler avec nous, de porter une petite montre. Alors j'en ai pas amené, mais c'est une montre comme une smartwatch. Alors elle est moins jolie, elle fait un peu, c'est un bloc rouge, mais peu importe, elle pèse 30 grammes, et on peut la cacher. Faut juste la garder au poignet. Donc ça va nous permettre de récupérer pour chaque minute de la course, en fait, le temps de sommeil. Chaque minute, pour nous, c'est éveillé ou endormi. Et donc, à la fin, on a tout le scénario de ce qui s'est passé à la minute près. Voilà, ça s'appelle des accéléromètres. Et donc, c'est scientifiquement hyper valide. On connaît exactement le fonctionnement, donc c'est solide. Et c'est des vrais temps de Et à côté sommeil, de ça, c'est-à-dire que là, il y a une vraie analyse, c'est ouais, pas tu t'es arrêté. Non, 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 pour avoir vu les graphes, c'est vraiment cet accessoire. oui. Faire ressortir précisément si vous êtes arrêté et vous ne bougez pas ou si vraiment vous dormez. Oui, on peut même voir au milieu d'une nuit si quelqu'un s'est levé, machin, etc. Donc voilà, ouais, c'est assez précis. Donc ça, c'est la partie sommeil, ce qui nous permet de quantifier ce qui se passe. Et ensuite,
ce qu'on doit mettre en face, c'est le niveau de somnolence, ok? C'est-à-dire, en fait, si on veut prévenir le danger, entre guillemets, en fait, il faut pas être somnolent, ou du moins, il faut avoir un œil cette somnolence. Donc nous, on a un petit questionnaire, vraiment une petite échelle, pareil, qui est très très utilisée dans notre domaine, que on reçoit toutes les 4 heures sur son téléphone pour une invitation en fait à nous dire dans quel état on se sent. Alors ça, c'est évidemment, on ne demande pas de le faire sur le vélo, mais tous les 4 heures, c'est un rappel pour essayer d'avoir un maximum de points qui concernent la somnolence. Après, nous, notre job, ce sera de mettre les deux en même temps et de voir la conséquence de l'un sur l'autre. Et puis, quand on se retrouve sur les bases vie, alors là, il y a un tout petit test, il y a un test un petit peu plus complet qui va nous faire travailler sur la flexibilité mentale, mais c'est là, est-ce qu'on est encore capable de d'inhiber certaines informations, donc de répondre. Voilà. Donc c'est un petit test psychomoteur, je vais le dire comme ça, qui dure 3 minutes, mais c'est aussi dans ce moment-là, surtout l'occasion aussi de parler avec les coureurs, de parler de leur stratégie, dans quel état ils sont, comment ils voient les choses après, etc. Et de les aider à réguler tout ça pour que ils vivent la meilleure expérience possible. Alors voilà, et après il y a les vainqueurs, et puis et on a c'est vraiment chouette aussi et très particulier, c'est que on a le podium en fait participe en fait à cette étude aussi généralement, et donc on a vraiment tous les niveaux, et c'est extrêmement intéressant parce que du coup on apprend vraiment de tout le monde, et c'est là qu'on peut d'ailleurs bien conseiller, hein, en réalité. Si tu es en train de jouer le podium, tu ne peux pas avoir la même gestion du sommeil sur des courses longues que si tu viens pour une aventure en 10 jours, et c'est pas non plus la même chose que si tu fais en 6 jours. Et donc voilà, on essaye de réguler tout ça et d'aider tout le monde à réguler. Voilà. Donc on Intéressant, prend de la intéressant. data et on cause. Intéressant, c'est vrai que je vois qu'il y a des commentaires en disant que le webinaire est complet. Alors effectivement, on est complet, donc les gens ne peuvent plus rentrer sur le webinaire, mais il sera disponible très rapidement, soyez rassurés. Euh, Qu'est-ce que tu constates, Rémi, au bout de 2 années maintenant? Ça fait 2 années pleines. Comment est-ce que tu as vu, j'ai une partie de la réponse bien évidemment, mais je me dois de la poser, comment est-ce que tu as vu évoluer sur notre série, hein, parce qu'il y a d'autres épreuves d'ultra-distance, donc qui n'ont pas dans leur règlement justement le fait d'imposer de s'arrêter au bout de 4 heures toutes les tranches de 36 heures. Mais en tout cas, qu'est-ce que toi, tu as pu constater comme évolution ou comme changement d'état d'esprit? Très clairement, je pense que notre travail, Arnaud, il a plutôt porté ses fruits, hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des gens qui prennent ce sujet-là en compte maintenant de façon plus systématique et de façon un peu plus réfléchie. Donc ça, c'est la première chose, c'est de dire il y a une vraie réflexion qui est menée dans la communauté, et ça, c'est vraiment chouette. Il y a encore un peu de chemin, mais globalement, on est sur la bonne voie. Voilà, j'ai des exemples avec des gens qui se sont entre guillemets crachés, pris le mur du manque de sommeil en fait une année, puis qui l'année d'après en fait ont un comportement beaucoup plus travaillé, beaucoup plus voilà, en phase avec leurs objectifs, et qui du coup en fait explosent leur compteur, quoi, je dirais. Voilà, donc ça c'est pour le côté perf. Et puis après on voit aussi que il y a beaucoup plus de on prend plus soin de soi en fait, j'ai l'impression, donc c'est plutôt pas mal. Mais il y a aussi pas mal il y a encore aussi beaucoup de coureurs mais c'est l'expérience qui fait ça, ce qui est normal. Beaucoup de coureurs qui vont sur des courses en fait qui sont plus petit format, qui ont construit cette image sur l'image de la gestion du sommeil sur des formats compacts ou des formats courts, et qui après s'élancent sur des choses qui sont plus longues, mais en réalité ils sont pas très loin de prendre le mur non plus, parce que soit ils prennent le mur, soit ils réagissent un peu tard et du coup ils sont un peu hors de leurs objectifs en réalité. Donc ça sert à ça finalement, les webinars, et puis tout ce qu'on essaye de raconter, justement pour essayer d'accélérer en fait cet effet expérience et apprentissage. Et nous sur le terrain, on est là pour ça, pour aider tout ça. Alors, on a des exemples de ce que tu dis, Rémi, hein. Je pense à Jonas qui a gagné cette année le 2500 km sur France, qui l'année d'avant avait complètement explosé en vol avec une stratégie très très offensive
Il est arrivé dans un état où il est resté 1 heure et demie accoudé à un poteau, sans savoir où il était, dans quel sens allait la course, et ne se souvenant pas même de l'heure et demie qui venait de s'écouler. Donc, en appelant le poste de gestion opérationnelle en disant je suis où, qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai bougé depuis 1 heure. Voilà, donc complètement désorienté. Et donc cette année, dans sa stratégie, eh ben, effectivement, il en a tenu compte, même si, comme tu l'as dit, il était venu pour gagner, et il a dû, sur les 24 dernières heures, comme d'ailleurs le second, hein, pousser très très loin la machine, mais avec quand même une certaine compréhension et une expérience autour de ça. Je pense aussi à Régis Courteil, enfin je pense à des gens qui ont évolué en l'espace de 2 ans dans leur relation au sommeil, dans la compréhension du fait que ça soit important. Effectivement, nous, ce qu'on constate en tant qu'organisateur, c'est qu'il y a les temps moyens sont plus faibles, c'est-à-dire que les gens vont plus vite, les temps de sommeil sont plus importants, et donc les gens finissent beaucoup moins détruits parce qu'ils respectent justement une stratégie autour de ça. Et l'arrêt de ce qu'on a mis en place ensemble participe à tout ça. Et puis, il y a forcément les gens qui nous écoutent qui se posent la question, ouais, mais c'est quoi les signaux d'alerte? Alors, même s'il y a cette règle qui est mise en place, il y a la fatigue qui s'installe, il y a l'effort qui est là. Donc, au bout de 2 jours, 3 jours, 4 jours de course, 5 jours d'épreuve, et sachant que la moyenne sur une Race Cross France est de 8 jours et 10 heures, je crois, en moyenne, pour terminer Race Cross France. Donc, tu roules la nuit. C'est quoi les signaux d'alerte, sachant que tu l'as souvent expliqué sur les différents podcasts ou les échanges qu'on a pu avoir, la zone qui est compliquée, c'est entre 2 heures et 5 heures du matin. Mais ça serait quoi les signaux d'alerte, Rémi, pour les personnes qui nous écoutent, qui sont expérimentées ou qui arrivent pour une première saison sur Race Cross Series? Mmh. Alors les signaux d'alerte, bah, on va utiliser le terme de somnolence déjà, en fait, puisque ça il y a un mot dans la langue française et je pense que tout le monde le connaît, mais c'est pour rappel, c'est finalement, ces paupières lourdes, ce cerveau, qui est plus tout à fait connecté à ce qui est en train de se passer. C'est ni plus ni moins ce qu'on a tous plus ou moins connu quand même, en voiture une fois sur l'autoroute, d'avoir du mal à garder les yeux ouverts et on voit bien là en roulant à 130 sur l'autoroute que c'est hyper flippant. Donc à la première heure de repos, on s'arrête, on va marcher, on fait une sieste, enfin bon, on trouve une stratégie. Mais globalement, voilà, c'est vraiment cette somnolence-là. Alors ce qui est d'intéressant, c'est que bah, la somnolence, on commence à pouvoir savoir justement un peu prédire quand est-ce qu'elle va arriver. Tu parlais des heures creuses, je vais le dire comme ça. Évidemment, l'être humain, il est pas fait pour faire, pour vivre la nuit et encore moins pour faire du vélo la nuit. Donc maintenant, on peut le faire, mais on doit être vigilant en fait à ça. Mais globalement, quand on s'élance sur des très longues distances qui vont durer une semaine, quelque chose comme ça, 5 jours, une semaine ou 10 jours, là, c'est évident qu'on ne peut pas lutter en fait contre cette somnolence dans les heures creuses autant de nuit que ça, c'est impossible. Donc là, il faut avoir une stratégie de repos, de prise de repos adéquate. Donc la somnolence, c'est vraiment l'endroit aigu, mais là, c'est quand on ressent ça, on arrête tout en fait. Il faut absolument se poser parce que c'est là qu'on risque vraiment de l'accident en réalité. Alors ce qu'on perçoit, c'est quand même que maintenant, on s'est un peu détecté quelqu'un qui s'élancerait, qui passerait le haut d'un col à 1 heure ou 2 heures du matin, bah, au PGO, je vois Stéphane, il est parti, mais ça, voilà, c'est des signaux d'alerte pour nous. Dire attention, là, il y a quelqu'un qui potentiellement peut être somnolent too much. Alors voilà, ben, des fois, on se prive pas de passer un petit coup de fil. Je me souviens l'année dernière, en haut de la Bonnette, 1 heure du matin, je vois deux gars, deux points, je les ai appelés pour savoir voilà, si c'était OK pour eux, est-ce que c'était leur plan, leur stratégie. Et bon, ils m'ont bien rassuré, non, c'est bon, on est bien en forme, on fait attention, OK. Donc ça, c'était... Voilà, c'est intéressant. Puis après, il y a quelque chose de beaucoup plus chronique, en fait, en réalité. Alors là, on va peut-être jouer plus sur la perf, mais quand on manque vraiment trop de sommeil, bah, en fait, on n'a pas de jus. Et quand on est vraiment trop loin de ces datas de perf, je sais pas, il y en a qui ont des capteurs de puissance, mais pas forcément tous sur des longues distances, mais voilà, quand on se sent pas bien, quand on sent qu'on n'a pas de jus, qu'on n'a pas de relance et qu'on n'avance pas, ben, en réalité, ça, c'est aussi des signaux qui peuvent nous alerter sur notre niveau de fatigue là, un peu plus chronique. Donc la somnolence, le nombre de fois que ça peut arriver, est-ce que je baille tout le temps, toute la journée?
On avait des comportements, tu parlais de avant, après, on avait des comportements aussi très très découpés en fait dans le sommeil, c'est-à-dire des gens qui allaient dormir que par sieste de 20 minutes, 1 heure et pendant une semaine, mais c'est incroyable, ça veut dire que les gens vivent complètement fatigués, parce que s'ils allaient dormir, c'est qu'ils ressentaient cette somnolence. Donc le nombre de fois où ça arrive dans la journée, ça peut être aussi quelque chose d'alertant finalement pour un peu jauger son état de fatigue. Alors, il y a une question, je vais la poser, mais juste avant, c'est vrai, dans l'exemple que tu parlais, je me souviens également de Rémi Borion. Alors, les gens qui nous écoutent connaissent peut-être Rémi Borion, hein, qui est un cycliste ultra-distance, qui, quand il est sur une épreuve, pousse la machine très, très, très loin à chaque fois. Et puis, ben, une fois, effectivement, on était ensemble au PGO, Rémi, puis c'était pas en pleine nuit, ça devait être 11 heures ou minuit, je pense. C'était il y a 2, 3 ans, et puis on voyait ce point qui bougeait. Et d'un seul coup, Rémi nous appelle en disant la base de vie, est-ce qu'elle est loin? Et on lui dit 15 kilomètres. Et il me dit 15 kilomètres, c'est loin. Bon, déjà, on s'est regardé, tu vois, en disant tiens, c'est bizarre de sa réaction. Et puis il se trouve que Rémi était à bout de fatigue. Il s'est arrêté dans la descente de la Cayolle, puisqu'on lui a conseillé de s'arrêter dormir. Et puis on s'est rendu compte que ce point ne bougeait plus quelques temps après. Et donc, on a envoyé quelqu'un de notre base de vie, qui était un peu plus bas, à Guillaume notamment, monter, voir ce qui se passait sur ce point-là. Et il se trouve qu'en fait, Rémi est en totale hypothermie. Et on l'a mis hors course pour qu'il se mette en sécurité. Alors, il nous a peut-être voulu, parce que depuis, il vient plus sur nos événements. Mais en tout cas, pour des raisons de sécurité, on l'a mis en sécurité, Rémi, parce qu'il était totalement au bout du rouleau. Et c'est vraiment le PGO qui a détecté ça. Et tout ce qu'on a mis en place, on ne sait pas ce qui serait arrivé si on n'avait pas mis en place tous ces services-là. Mais en tout cas, voilà, je me souviens parfaitement de ce point-là, de la vigilance qu'on a au PGO. Et puis, souviens-toi également cette année, on se rend compte également, et tu me l'as confirmé, qu'entre 7 heures et 10 heures du matin, les ultracyclistes commettent un tas d'erreurs qu'ils ne commettent pas le reste de la journée. Il y a comme une désorientation. C'est-à-dire les gens repartent par là où ils étaient arrivés, se trompent dans leur GPS, dans les ronds-points, vont à droite alors qu'il faut aller à gauche. Il y a des tas d'erreurs d'orientation. Est-ce que toi aussi, tu l'as constaté dans d'autres disciplines? Alors bah, bien sûr, en fait, c'est ça qu'on va mesurer d'ailleurs sur les bases vie quand on fait notre petit test qu'on appelle go no go, hein. C'est-à-dire en fait, c'est justement les aspects de faiblesse mentale. En fait, en réalité, notre cerveau ne fonctionne plus correctement. Moins on dort, plus bah, notre cerveau il est impacté. Donc bah, l'orientation, la prise de décision, tout un tas de facteurs, la capacité de réagir à des stimulations imprévues, etc. Donc notre cerveau, il est fatigué. Alors ben, c'est ça qui est intéressant dans ces épreuves, hein, c'est qu'on voit bien qu'on est un peu sur le fil tout le temps. Il y a, voilà, et donc ce fil, bah, il est très intéressant à aller détecter et puis à aller détecter individuellement parce que chacun est aussi différent avec ses capacités physiques différentes, avec ses capacités psychologiques différentes et voilà donc bien sûr qu'on le voit en ultracyclisme, dans les épreuves d'ultra-endurance d'une manière générale, en voile, en course à pied, en tout ce que tu veux. Ah, donc soyez Dès prudents, hein. qu'il y a Si du vous manque de nous sommeil, écoutez, voilà, vous allez voilà, c'est sur ça. cette expérience. Sachez qu'entre 7 heures et 10 heures du matin, on constate qu'on a beaucoup, beaucoup d'appels au poste de gestion opérationnelle pour est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que vous me voyez? Il y a une vraie désorientation. Donc, nous, on est vigilants. Donc, du coup, on se staffe par rapport à ça. Et on explique aux équipes que, voilà, attention, entre telle et telle heure, il va y avoir des appels qui vont être justement à ça et de bien vérifier les cartes pour vérifier que vous ne vous éloignez pas trop de la trace. J'ai une question de Jérém qui me dit, je résume, mais en gros, est-ce que si je dors 4 heures entre 2 heures et 6 heures de l'après-midi, ou entre 11 heures et 3 heures de l'après-midi, est-ce que c'est des heures qui sont équivalentes à si je dormais 4 heures la nuit? La raison est la suivante, je suis en pleine canicule, il fait chaud, la Race Cross France est là au mois de juin, ils annoncent 35 degrés l'après-midi, je vais dormir et je vais rouler toute la nuit. Est-ce que 4 heures en pleine Mm. journée sont équivalentes à 4 heures en pleine nuit? Ouais, bah, elle est excellente cette question et elle est très terrain pour le coup. Alors, je vais faire un peu de science rapidement, enfin d'expliquer très rapidement et faire le prof. En fait, il y a deux choses en fait qui font qu'on a un sommeil suffisant et qui nous met en forme, on va dire ça comme ça. Il y a effectivement une histoire de quantité, donc il y a des seuils en fait. Bah, a priori, selon les individus et selon la vitesse en moyenne, bah
faut quand même respecter quand même quelques heures de sommeil. Alors là, je peux pas donner de chiffres précis parce que je sais pas en fonction des kilométrages qui vont être parcourus, mais enfin en réalité c'est de quelques minutes, quelques dizaines de minutes à plusieurs heures par jour nécessaires. Donc le premier principe c'est la quantité de sommeil, c'est un peu la charge-décharge, hein, comme une pile qui se charge et qui se décharge. Et le deuxième truc, c'est notre horloge biologique. Parce qu'en fait, en réalité, on oublie ça souvent, mais en fait, tous les jours, le soleil s'en va, il revient, il s'en va, il revient. Et en fait, notre corps est très, très, très entraîné, en fait, à faire ça tous les jours. Et il est très entraîné à dormir la nuit. Alors, dès lors qu'on va essayer ou qu'on va devoir dormir la journée et rouler la nuit, ben, du coup, on crée un effet de jet lag comme quand on monte dans un avion pour aller aux États-Unis en quelques heures. Donc cet effet de jet lag, bah, il vient nous mettre un caillou dans la chaussure. Alors bah après, c'est à chaque coureur de trouver le bon compromis. Moi, je sais pas si le caillou dans la chaussure, il est acceptable pour faire une performance ou si voilà, est-ce qu'il vaut mieux rouler un peu moins vite parce qu'il fait chaud, s'arrêter plus souvent, s'arroser, nanana, mais dormir la nuit, ou bien faire l'inverse. Donc en termes physiologiques, je dirais que non, c'est pas la même chose. Que le mieux étant, puisqu'on a des hormones, la mélatonine par exemple, elle sécrétée la nuit, donc elle donne de la stabilité et de la qualité du sommeil. Donc, non, mais par contre, effectivement, si à côté de ça, on roule la journée et qu'on perd plus de temps, voilà. Mais il y a un effet de jet lag, donc une fatigue supplémentaire qui vient s'additionner si on dort la journée par rapport à si on dort la nuit. Pour la même quantité de sommeil, je pense que c'est mieux si on peut choisir. C'est mieux de dormir la nuit, c'est plus efficace de façon quasi certaine. Et dans la continuité, Rémi, est-ce que les stratégies, alors même si aujourd'hui sur nos différentes distances, hein, de 200 km à 2500 km sur Québec et sur France, cette règle de sommeil, un arrêt de 4 heures par tranche de 36 heures, donc ça veut dire que si vous vous arrêtez pas pendant 32 heures, bah, il faut vous arrêter les 4 heures qui vous permettent d'arriver aux 36 heures. On l'applique également aux 500 km, justement pour qu'il y ait cette compréhension du fonctionnement pour les gens qui veulent aller sur le 1000 km, mais est-ce que la stratégie sommeil, ou quelle serait la meilleure stratégie sommeil à mettre en place quand on est sur un 1000 et un 2500? Est-ce qu'elle est différente ou est-ce que c'est la même qui se duplique de jour en jour? Alors, c'est un peu difficile de répondre à cette question C'est rapidement, volontaire, mais c'est je vais essayer de volontaire. le faire parce qu'on n'a pas, parce qu'il est déjà 19 heures. Mais globalement, si tu fais un 1000 km à Paris en 42 heures, par exemple, bah forcément, c'est pas du tout la même stratégie que si tu vas mettre 3 jours et demi. D'accord? Que tu vas mettre 80 et quelques heures. Enfin, 60, oui, 80 heures. Pas du tout la même chose parce que en fait, c'est le nombre de nuits qui compte pour moi. Donc quand on fait 2 nuits, alors on peut vraiment tirer fort. La première nuit, souvent, avec l'excitation, l'activation du système nerveux par le fait de l'activité physique, on ressent pas trop de somnolence. Faut être bien parti, ça c'est un point important, mais bien parti reposé, ça c'est super important. Ça fait 90% de la gestion du sommeil, clairement. Emmagasiner du sommeil, de Euh, la récupération la semaine avant, ouais, c'est très très important. Voilà, non mais même 10, 15 jours avant, si on peut. Enfin voilà, faut vraiment partir avec sa batterie pleine à craquer. C'est 100% de batterie, ça c'est le top. Donc après c'est plus facile, voilà, de faire une nuit blanche, puis la deuxième nuit on fait une, deux siestes, voilà, on gère un peu son niveau de somnolence de manière à pouvoir arriver en 42 heures, donc dans la matinée ou à midi, à la fin. Voilà. Mais c'est pas du tout la même chose si on rajoute une troisième ou une quatrième nuit. Là, c'est vraiment le jour et la nuit pour le coup, façon de parler. Mais là, on est obligé quand même de respecter des volumes qui sont, voilà, qui vont se rapprocher de 3 heures de sommeil en fait pour les vraiment les plus costauds et 4 heures plus probablement ou 5 heures pour les autres. Et alors ça, c'est pour des 1000 km. Et puis bah, on applique à peu près la même chose sur un 2005. Le vainqueur est capable effectivement de sauter la première nuit blanche, de faire la dernière nuit en mode sieste. Ça, c'est un peu classique. Mais au milieu, il y a 2 ou 3 nuits, je vais les appeler comme ça, qui vont être 3 heures allongées sans problème. Parce que sinon, on ne peut pas faire ça. Donc ça, c'est quand on arrive à faire en 5 jours, mais on en voit que c'est vraiment des athlètes qui sont très préparés. Je veux dire, c'est vraiment des gens tout à fait
physiquement capable de faire ça et c'est pas donné à tout le monde. Et donc quand on va être plus long, bah là on voit il faut 4h30, 5 heures de sommeil par nuit. Sinon en fait sinon je pense qu'en fait on est pas safe vraiment, On profite pas de son que la aventure. perf Ouais, elle est peut-être pas là au top et puis en fait on prend beaucoup moins de plaisir alors qu'en ouais, fait c'est clair. on traverse des J'ai des paysages de questions fou qui et sont, donc j'ai des questions qui sont intéressantes et qui m'amènent sur le sujet. Et la question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'on peut s'entraîner justement à être en privation de sommeil, notamment sur la micro-sieste. La micro-sieste de 10-20 minutes, est-ce qu'elle permet vraiment de récupérer? Enfin, ça, c'est un vrai gain ou c'est juste un peu la pause secours qui t'amène à la base de vie qui arrive, ou le motel ou la chambre réservée, en tout cas l'endroit un peu plus confortable qui te permet d'avoir un vrai repos. Qu'est-ce que la micro-sieste euh, est, un, est un boost d'urgence, on va dire, ou vraiment te permet de repartir sur une demi-journée. Et puis, il y a également Elodie qui est infirmière, peut-être, voilà, parce qu'elle est de garde, elle me pose la question. Elle a des journées de garde qui sont 12 heures, donc je pense qu'elle a déjà bien travaillé sa privation de sommeil, avec un sommeil qui, dans la vie de tous les jours, est déjà anarchique. Euh, Est-ce que ça, c'est un plus ou pas? oui, oui, alors oui, oui, je commence par la fin, mais c'est un plus. Donc, quoi, non, je vais mixer les deux. On ne peut pas s'entraîner à manquer moins de sommeil. C'est pas comme un muscle qu'on Ah, fait voilà, je travailler pense que déjà, sur c'est son une belle vélo à la réponse. salle ou sur son home trainer. Parce que c'est une question qu'on m'a souvent posée. C'est Est-ce qu'on peut s'entraîner à être privé de sommeil? Non. À partir du moment où tu te non, prives de sommeil, tu te à pénalises, en l'instant, fait. à l'instant, en fait, on peut pas dire que le cerveau développerait des capacités pour résister au sommeil. Sauf que il y a le fait qu'il y a l'expérience de vivre cette fatigue liée au manque de sommeil. Très Et intéressant. ça nous fait quand même, d'un point de vue aussi psychologique, en fait, ne pas nous affoler. Ok, je suis fatigué, c'est ok. Je ressens ça, c'est normal, je manque de sommeil. C'est probablement ce que j'ai oublié son prénom, pardon, notre infirmière. Elodie. Euh, Elodie, voilà. Elodie connaît probablement. C'est-à-dire qu'elle sait, elle se connaît en fait dans cet état-là. Elle sait que à la fin de sa garde de 12 heures, elle remonte dans sa voiture, elle connaît cet état-là et donc elle est peut-être plus vigilante. Voilà. Ensuite, il y a des stratégies effectivement pour s'endormir plus vite, rapidement et potentiellement utiliser des micro-siestes. Les micro-siestes, pour moi, ça dépend encore une fois du format de course qu'on va avoir. La micro-sieste sur des épreuves longues, c'est réservé, à mon sens, à la journée. Dans la journée, voilà, je m'arrête pour me ravitailler un peu et puis je suis un peu somnolent, donc là j'en profite, je fais une petite sieste, une petite pause. Ça c'est ok, 20 minutes, ça nous permet d'aller jusqu'à la fin de sa journée, c'est d'accord. La dernière nuit, par exemple, aussi, allez, je pousse parce que je veux arriver à machin, il me reste 100 km, mais je suis somnolent. Oui, ok, on peut faire des siestes de 20 minutes pour pouvoir aller plus loin. Mais ça fait pas tout, en fait. Ça peut pas recharger sa batterie. C'est aussi des croyances, ça, de dire, en fait, la micro-sieste, ça refait tout. Non, la micro-sieste, ça refait pas tout. Ça marche, mais pour une certaine durée. Euh, donc, voilà, ces stratégies-là, c'est vrai que quand on fait des gardes, on les connaît en fait en réalité. Et le dernier truc, par contre, ce sur quoi on peut s'entraîner, on réexpliquera ça un peu plus tard, mais c'est pour moi c'est l'alignement des planètes, c'est-à-dire en fait ta capacité d'aller très vite de la perception de ta somnolence jusque dans le sommeil. Et il y a des gens en fait qui galèrent parce que ils sont somnolents. Voilà, ils essayent de trouver un endroit, un environnement déjà qui va bien, un peu de confort. C'est pas facile quand on est en cuissard et voilà avec un vélo et un casque, jusqu'au lâcher prise, hein, c'est-à-dire d'accepter aussi de son environnement, peut-être un peu ses peurs aussi et voilà. Donc c'est peur de la perf ou la peur de son environnement, mais en gros, il y a quatre planètes à aligner. C'est un, je détecte de la somnolence, d'avoir un environnement favorable, quand même, d'avoir du confort. Donc ça, on peut avoir dans son sac, ça pèse rien, dans sa sacoche, des boules qui un Yes, ouais. masque pour mettre sur son visage, ça pèse rien du tout. Un bœuf qu'on peut mettre sur son nez, enfin sur ses yeux, un peu de confort, voilà. Et ensuite,
quand on décide de fermer les yeux et que c'est le moment de dormir, et bien du coup se lâcher prise, et donc laisser partir en fait son esprit dans autre chose que quelque chose qui est connecté à la course ou à et quand on arrive à s'entraîner à ça, bah, en fait on a, la possibilité de d'avoir une gestion du sommeil un petit peu plus fine aussi, hein, parce qu'on s'arrête, plus rapidement et l'année dernière, je voyais, comment, qu'a notre ami allemand, qui a fini deuxième là, j'ai oublié son prénom. Lucas. Hem, Lucas, Lucas. voilà, Ouais. merci Arnaud. Lucas est plutôt assez expert de ça, je l'ai trouvé et je l'ai trouvé très bon, sur, voilà. Il s'arrêtait, il avait une autre stratégie que Jonas, sur le 2005. Jonas était très réglé, il allait à l'hôtel, machin, et Lucas, c'était, voilà, je m'arrête quand je suis somnolent, et là je dors très vite, clac clac. Donc une belle optimisation de son sommeil. Donc voilà, c'est aussi des styles, c'est aussi des styles de gestion. Moi C'était deux je trouve styles ça canon. différents. C'est vrai que Jonas et Lucas, Ouais. c'était deux styles différents, effectivement. Ah ouais. Tout ça est très intéressant, Rémi. Je te remercie pour toutes ces réponses aux questions. Vous aurez l'occasion, si vous êtes sur nous reste au Cross Série, de croiser Rémi sur différentes étapes dans les différents pays. En tout cas, un grand merci à vous pour vos questions, pour votre présence. Le webinaire a été full encore ce soir. Tout ça va être dupliqué en podcast et en vidéo sur YouTube. Les podcasts, n'hésitez pas à les écouter. On publie tous les dimanches des témoignages de participants de la saison 2025 sur le podcast Ultra Talk. Donc n'hésitez pas à réécouter ces partages-là d'expérience. Il y a également un partage sur Patricia qui était volontaire. Donc si vous avez dans votre famille, si votre compagne, votre compagnon vous accompagne sur l'événement et que plutôt que de ne pas savoir trop quoi faire, il peut nous aider en tant que volontaire. Donc n'hésitez pas également. L'inscription se fait sur le site. Et puis, bah voilà, dans 2 mois, la saison sera lancée avec le Portugal. Il reste des places au Portugal. Paris, ça se remplit. Il reste également des places, mais on sera totalement complet, très probablement autour de 700 personnes sur Paris. Et puis, ben, France, hein, qui est également notre événement phare de la saison, où l'on va battre le record de participation. Cette année, on est déjà quasiment à 1300. Donc on sera très probablement sur une année record. Et puis, bah, vous êtes plus de 3000 à nous avoir rejoints sur S Cross Series cette année, sur les différents événements. Et n'oubliez pas qu'il y a Québec également, avec un 200 km à Québec, mais aussi un 2500 qui va vous amener en Gaspésie. Et je pense qu'on passe très probablement 1 à 2 fois dans sa vie en Gaspésie. Donc, ça peut être une belle aventure. Un grand merci pour ton temps, Rémi. Un grand merci à toute la communauté pour votre confiance également. Et je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine, pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup. Salut Rémi, à bientôt. Ciao. Merci beaucoup, merci à tous, bonne soirée.